américaine, mais également loin devant tous les autres pays de la planète. Que finalement, être numéro 2, c'était suffisant. Qu'ils ont envoyé un homme dans l'espace, qu'ils ont logé et nourri la population, qu'il n'y a peut-être plus besoin de se creuser la tête finalement, et qu'il est temps de se laisser aller un peu, et d'enfin profiter de ce qu'a pu apporter le communisme. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Sur les Russes interrogés aujourd'hui, concernant leurs souvenirs, la réponse unanime est que la période brejnevienne était la meilleure période qu'ils ont pu connaître de leur vie. Alors oui, c'était une dictature, mais si jamais tu acceptes de ne pas mettre ton nez dans la politique, tu risques rien. Et tu pouvais te laisser aller, te laisser porter et profiter de la vie. Beaucoup de choses, quasiment tout, était gratuit. Magnifique. Et donc, en cette magnifique journée du 26 avril 1986, en Ukraine, les soviétiques profitent de la vie, paisiblement. En plus, il fait bon, et il y a du soleil. Les enfants jouent dehors. Pourtant, certains habitants avaient cru entendre une explosion dans la nuit. D'autres s'étaient réveillés, se disant que c'était encore un avion de chasse qui était passé sans rien respecter, avant de se rendormir. Ouais. Il y avait des rumeurs au petit matin, comme quoi un feu s'était déclaré dans la centrale juste à côté. Ah bon, c'est vrai? Oh, on mange quoi à midi sinon? Bref, une journée de ce qui est de plus banal. Pourtant, l'explosion cette nuit-là était la plus grande catastrophe nucléaire que l'histoire humaine allait connaître. Le bilan d'erreurs humaines, de malfaçons techniques, de négligence administrative allait coûter la vie à plusieurs milliers de personnes. Irradier la peau qui se décolle, l'organisme qui cesse de fonctionner. Du combustible nucléaire en fusion était exposé à l'air libre, impossible à éteindre, impossible à contenir. Des particules radioactives étaient en train d'infester tout le ciel européen. Un cas de figure d'une ampleur jamais arrivée dans l'histoire, pour lequel il n'existait aucun protocole, aucune marche à suivre. Personne dans le monde ne savait ce qu'il fallait faire dans cette situation. C'était tellement inconcevable qu'au début, même les autorités pensaient qu'il s'agissait d'un banal incendie. Sauf que le diagnostic impensable finit par arriver. Il s'agit d'une catastrophe nucléaire. Il faut agir vite, très vite, car une seconde explosion pourrait avoir lieu. Plusieurs milliers de liquidateurs venant de toute l'Union échangent littéralement leur vie pour contenir les rejets. Se sacrifient nuit et jour, sous-équipés, pour sceller la source des émissions avant que tout cela ne dégénère encore plus. Beaucoup recevront une dose mortelle de radiation, d'autres finiront handicapés à vie. Ils parviennent malgré tout à héroïquement endiguer la menace immédiate. Mais après la chute de l'URSS, les nouveaux gouvernements n'auront plus d'argent pour les soigner, laissant les liquidateurs de Tchernobyl mourir dans l'indifférence générale. Quel est le bilan humain réel de cette catastrophe? Difficile à dire et très difficile à chiffrer, car la radioactivité c'est quelque chose d'invisible, d'incolore, d'inodore, qui te tue à petit feu si tu n'as pas reçu une dose mortelle, par le biais de cancer, de leucémie, qui te rattrape dans 1 an, 5 ans, qui affecte ta descendance. Mais en ce 26 avril 86, il était encore impensable que ce soit un accident nucléaire. Car dans la société soviétique, l'atome est absolu, l'atome est bienfaiteur. En URSS, tout est basé sur l'atome. La défense du pays, c'est l'atome. L'énergie du pays, c'est l'atome. La recherche scientifique, c'est l'atome. Et pour couronner le tout, la centrale en question porte le nom de Lénine, le leader de la révolution communiste, celui dont le portrait est accroché dans chaque classe, de chaque école du pays. Comment tous ces symboles pourraient à ce point trahir le peuple soviétique? Le gouvernement est en panique. Merde, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on camoufle? Est-ce qu'on maquille la situation? Et le plus drôle, c'est que l'Union soviétique était les derniers à se poser ces questions, de comment traiter l'information. L'urgence était d'abord de comprendre ce qu'il s'était passé, et si la dizaine de réacteurs similaires répartis dans tout le pays avaient le même risque d'exploser. Est-ce qu'il fallait tous les couper? Mais ça créerait une crise énergétique sans précédent, qui mettrait le pays à l'âge de pierre. Oh, bref, des problèmes en énorme quantité viennent très rapidement de tous les côtés, une catastrophe d'une ampleur inédite, à laquelle il était impossible de se préparer. Alors qu'en Europe, au même moment,
les capteurs de radiation commencent à s'agiter un peu partout. Et les Suédois font partie des premiers à appeler Moscou et à dire attendez les gars, il s'est passé quelque chose là. Mais un pays s'inquiète bien plus que les autres de cette situation. Il s'agit de la France, un pays qui avait énormément misé sur le nucléaire, qui lui non plus ne pouvait pas se permettre la remise en question de l'atome. Le schéma est alors identique à Paris et à Moscou. Merde, 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 qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on camoufle? Est-ce qu'on maquille? Les données publiques disponibles de nos jours confirment malheureusement bel et bien que la France a été exposée et que le nuage radioactif ne s'est pas arrêté à la frontière comme paraphrasait la version officielle à l'époque. Mais Moscou était d'autant plus dos au mur qu'il s'était écoulé 2 jours avant qu'il soit réellement mis au courant de la situation, le temps que l'information remonte tous les échelons de la bureaucratie. C'est bien trop tard qu'ils apprennent que ce n'est pas un simple incendie, mais un accident nucléaire, le plus grand de l'histoire. La population, quant à elle, avait baigné dans des doses mortelles de radiation pendant tout ce temps, avant que l'évacuation ne commence vraiment, dans des bus, eux aussi contaminés. Gorbatchev est tiraillé. Ah, qu'est-ce qu'on dit aux infos à ce sujet? Il venait à peine d'introduire son concept de glasnost, de transparence, de liberté d'expression. On dit tout sur tout, mais révéler l'ampleur de cette catastrophe, et je ne vous parle pas de la population là, cela ferait un choc au sein même du Parti communiste, car la catastrophe de Tchernobyl est à l'image de l'état dans lequel est le parti. Leur balancer comme ça leurs 4 vérités, c'est un terrain miné. Andropov avait commencé à le faire en 82, à prononcer publiquement des termes comme lenteur, corruption, bureaucratie, mais il a vite été marginalisé pour avoir craché ça comme ça à la gueule du parti. Pays, tout va mal. Profitant de l'écho que donne le fiasco monumental à Tchernobyl, il lâche le morceau. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus que des ennemis au sein du parti. D'un côté, les conservateurs, qui pensent que Gorbatchev souhaite détruire l'Union soviétique, avec de telles déclarations publiques. Et ceux qui, à l'inverse, veulent détruire l'Union soviétique, et profitent que le dirigeant suprême admet des torts, admet des fautes, admet des défauts à l'URSS, pour appuyer le fait que c'est le système tout entier qui est acheté. L'un d'eux, Yeltsin, va prendre énormément d'importance d'ici quelques temps. Et quel effet ça a bien pu faire sur la population, ce genre de révélation? Eh bien, l'année d'après, le taux de natalité en URSS s'effondre, subitement, d'un coup sec. Une crise de confiance sans précédent. On ne croit plus en l'avenir. Les soviétiques viennent d'apprendre que les jours heureux sont derrière eux, qu'ils vivent dans une réalité terrifiante désormais, que l'Union est à l'image de la catastrophe de Tchernobyl et que personne ne viendra les sauver, au sens propre comme au figuré. Et même si à cette époque il était encore inconcevable de se dire que le pays pourrait tout bonnement disparaître, le doute s'installe et commence à faire sens, avec la corruption administrative qui était devenue une norme, les rations qui s'amaigrissent d'année en année, la criminalité visible qui fait son grand retour. En effet, pour ceux qui ont vécu une enfance heureuse du temps de Brejnev, tout s'était beaucoup détérioré à vue d'œil. Et l'explosion de Tchernobyl permet d'avoir la légitimité de pointer son doigt sur un coupable. Celui qui a le plein pouvoir quasi divin dans le pays, mais qui a failli. Le Parti communiste de l'Union soviétique. Ironiquement, après la chute de l'URSS et la déclassification des archives soviétiques, une note d'Andropov datant de 1979 avait été retrouvée, où il constatait des malfaçons de conception et de mauvaises pratiques par les équipes au sein de la centrale nucléaire de Tchernobyl précisément. Note à l'attention du Parti communiste, signé Andropov, chef du KGB, 1979. Et la suite, on la connaît. Donc même le grand patron du KGB n'arrivait plus à se faire entendre. Même les pontes les plus puissants n'avaient plus aucune autorité. Le laisser-aller de Brejnev était devenu total, à tous les niveaux. Au plus profond du parti, au plus profond du pays. Et l'accident de Tchernobyl venait de le mettre brutalement à la vue de la planète entière. On ne contrôle plus rien en Union soviétique. Avec vous, c'était GouHD, et cette fois c'est sûr, l'URSS va disparaître.
entend souvent dire que l'Afghanistan était le Vietnam des soviets. Et en effet, les deux guerres partagent bien des points en commun. Un rapport de force déséquilibré, un enlisement de plusieurs années, des batailles rangées se transformant en guérilla, une guerre incompréhensible pour l'opinion publique, le tout dans un pays lointain. Ah, non, sur ce dernier point on va pas être d'accord. Car si le Vietnam était à l'autre bout du monde pour les États-Unis, l'Afghanistan était tout juste de l'autre côté de la frontière de l'URSS. Et l'Union soviétique n'aime pas lorsqu'elle du raffut à ses frontières. Cela faisait déjà plusieurs années que l'Afghanistan était instable, avec des rébellions internes, des coups d'État, la guerre civile, une situation inquiétante. Cela dit, Brejnev, qui est au pouvoir, il n'aimait pas trop s'embêter. Tant qu'il ne se faisait pas attaquer, il ne veut pas officiellement envoyer son armée assaillir des pays étrangers. Et bien que c'est tout de même arrivé localement dans le bloc de l'Est, envahir militairement des pays, c'était les méthodes impérialistes des Américains, disait le Kremlin. Et en effet, la guerre d'Afghanistan est la première et seule guerre à laquelle participera l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. C'était son seul conflit. Donc on ne bouge pas, la situation du voisin afghan est à observer avec précaution, au cas où que ça dégénère de leur côté de la frontière, ou que le pays devienne ouvertement pro-américain. Mais c'était peu probable que ça arrive. Sauf qu'il va se passer une chose qui va littéralement faire exploser de rage Brejnev. L'énerver au plus haut point. Dans le bazar général que connaissait le pays, des communistes afghans ont fait un coup d'État, en solo, et ont réussi à prendre le pouvoir sans l'aide de personne. Et pourquoi est-ce que ça embête Brejnev? Eh bien parce que l'URSS, ce sont les représentants du communisme dans le monde entier. Rien n'était fait sans leur contrôle ni leur approbation. Pas un seul coup d'État, révolution ou groupuscule communiste un peu partout dans le monde n'agissait sans leur bénédiction, au moins implicite. Et là, trois hurluberlus font un coup d'État en leur nom. Bon, l'URSS, désormais, ils peuvent plus faire semblant de ne pas voir, et ils adoubent le gouvernement communiste d'Afghanistan. Sauf qu'il y en a un à qui tout ce rebattement de cartes ne plaît pas beaucoup. Ce sont les Américains qui ont perdu énormément d'influence dans la région ces dernières années. Ils venaient de perdre l'Iran avec la révolution islamique, ils n'avaient pas les faveurs de l'Inde, qui tendait beaucoup à gauche, et l'Afghanistan était officiellement passé du côté de l'URSS. Il ne restait plus que le Pakistan pour eux. Ils lancent alors l'opération Cyclone pour aider les rebelles afghans en leur fournissant armes, services d'espionnage et conseillers militaires, afin de stopper l'expansion du communisme en Asie centrale. L'URSS voulait l'inverse, que les États-Unis ne s'établissent pas durablement à leur frontière sud. Mais ils avaient également une autre crainte. En effet, la révolution islamique en Iran leur fait peur. Sur les 300 millions d'habitants qui composaient l'Union soviétique, 50 millions étaient des musulmans pratiquants, habitant majoritairement dans le sud, le long de la frontière iranienne et afghane. Le point d'être un tampon entre l'islam et l'URSS. Et on peut se poser la question, comment cela se fait-il qu'il y a des musulmans en URSS, alors que le communisme est contre les religions et que les soviets promouvaient l'athéisme? On se rappellera notamment de Gagarine, le premier homme dans l'espace, que le gouvernement avait fait officiellement déclarer qu'il n'a pas vu de Dieu lorsqu'il était dans le ciel. Eh bien, le christianisme avait bel et bien été étouffé, mais les soviétiques n'ont jamais réussi à faire de même avec l'islam, qui continue à être pratiqué, bien que très réglementé. Bref, l'invasion de l'Afghanistan n'est pas juste une folie de Brejnev. Il y a de réels enjeux. 1. Stopper l'influence américaine. 2. Stopper l'islam. Et c'est sur ce deuxième point que l'URSS s'est énormément trompée, en pensant que l'Afghanistan est un conflit à l'européenne, à savoir que l'on se bat contre une armée, et une fois qu'on a capturé la capitale du pays, on a gagné la guerre. Là, c'est un conflit de l'Orient compliqué, contre des insurgés. L'URSS avait la capitale, l'URSS avait l'armée afghane, l'URSS avait le gouvernement,
L'URSS avait la supériorité technologique, mais l'URSS a perdu. Car les règles du jeu sont totalement différentes. Mais vu de l'extérieur, c'est un conflit de David contre Goliath, qui du coup avait soudé tout le monde musulman, venant en soutien politiquement et financièrement aux Moudjahidines, leurs frères persécutés par le géant rouge. Et même les non-musulmans, tous ceux qui étaient contre l'Union soviétique soutenaient les rebelles afghans. Même les Chinois, qui n'appréciaient pas l'URSS après la fin du stalinisme et qui, dans une déclaration pouvant paraître hors sol aujourd'hui, annonçaient que la Chine est le meilleur ami de l'islam et que l'islam est une religion nationale en Chine, contrairement aux soviétiques qui considèrent l'islam comme un élément nocif duquel il faut se débarrasser. La guerre d'Afghanistan n'est plus un conflit entre deux pays, mais celle de l'athéisme communiste contre l'islam. Et si ce n'était l'islam précisément, contre la liberté religieuse pour les États-Unis, notamment. Dernier conflit chaud de la guerre froide, il prend une allure de guerre mondiale, au vu de l'implication qu'a chaque pays de la planète dans cet affrontement. À la différence que cette fois-ci, toute la planète est contre l'URSS. Car diplomatiquement, l'URSS déçoit même ses propres alliés, ainsi que les partis communistes du monde entier, en envahissant un Afghanistan sans défense. Ce sont des méthodes impérialistes américaines, pas communistes. Ils ne comprennent pas pourquoi l'URSS a fait ça. Tout l'Occident dénonce bien évidemment l'agression et boycotte l'URSS, notamment les Jeux Olympiques organisés à Moscou. Et sur le terrain, la population n'acceptait pas de rejeter l'islam pour le communisme. Pourtant, les soviétiques avaient les moyens de l'imposer. L'URSS avait des satellites, mais à quoi ils servent si les ennemis se cachent dans des grottes? L'URSS avait le KGB et le GRU, qui étaient l'équivalent de la CIA pour espionner leur adversaire. Mais à quoi ils servent si l'adversaire agit de manière totalement improvisée et qu'il n'y a aucun plan à débusquer? L'URSS avait les meilleurs missiles de la planète pour abattre hélicoptères et avions de chasse, mais il n'y en avait aucun en face. Bref, l'armée soviétique était excellente sur le papier et dans les faits, contre l'OTAN, pas contre l'Orient. Quelques années plus tard, un scénario quasi identique s'est reproduit lors de la guerre en Tchétchénie. Prise de la capitale sans que ça ne termine le conflit, supériorité technologique et matérielle sans résultat contre des insurgés, aide diplomatique, financière et militaire du monde musulman en direction des combattants tchétchènes. La seule différence cette fois-ci, c'est que les Américains étaient avec les Russes. La Russie étant devenue un allié entre-temps et l'islam, leur nouvel adversaire. Mais les soviétiques, cette armée et toutes ces technologies, ils l'avaient payé cher, très cher. C'est jusqu'à 30% du PIB qui partait vers les dépenses militaires sur les années 80. 30% de toutes les richesses produites par le pays. C'est de la pure folie. Même la Chine, qui s'arme à fond les ballons ces dernières années, tourne autour de 2-3%, car autrement c'est autant d'argent en moins pour les infrastructures dans le pays, le social, l'éducation, la recherche, et j'en passe. Ce sont les Américains, et Reagan tout particulièrement, qui ont provoqué ces dépenses faramineuses sur les dernières années de l'URSS. Lorsque Reagan arrive au pouvoir, il scande America is back. Et il tient sa parole. Les USA sont de retour partout, sur tous les fronts. Ils financent des groupes anticommunistes dans le monde entier. Et ça marche super bien. L'URSS devait surenchérir pour garder le terrain et résister aux provocations. En Afghanistan, l'aide américaine atteignait jusqu'à 3 milliards de dollars courants par an, selon les sources, pour fournir armes et équipements. C'est beaucoup, et ça a été efficace. Mais l'Union soviétique, quant à elle, dépensait 6 milliards de dollars courants par an, juste pour aider le gouvernement afghan à rester en place, sans compter tous les autres frais liés à la présence de son armée dans le pays. Et ces sommes colossales étaient brûlées, alors même qu'en URSS, il commence à y avoir des difficultés pour s'alimenter. En bref, Reagan a ruiné l'URSS en l'entraînant dans tous ces conflits. Et l'Afghanistan a été le point d'orgue de cette stratégie, qui a très bien marché. Gorbatchev, n'ayant plus d'argent pour continuer la lutte, cède.
et tente l'apaisement avec les USA, en déclarant laisser le terrain et retirer ses troupes d'Afghanistan à partir de 1987, et en signant des traités de désarmement jugés très défavorables à l'URSS. C'est la défaite. Et bien que ce soit contre l'Afghanistan que l'URSS se battait, c'est avec les USA qu'il signe la fin du conflit, montrant bien à quel point ce conflit dépassait le cadre du seul pays d'Afghanistan. Le problème, c'est que Gorbatchev apparaît toujours souriant lors de ses rencontres avec Reagan, alors que ce dernier était en train de tuer les soldats soviétiques aux yeux de l'opinion, ce qui irrite grandement la population et le Parti communiste. Des rumeurs qui, à ce jour, sont restées au stade de rumeurs, commencent à circuler que Gorbatchev est un vendu, Gorbatchev est un traître, plus farfelu encore que Gorbatchev est un agent de la CIA, polémique qui a repris de l'importance en 2004 lorsque Gorbatchev avait assisté à l'enterrement de Reagan, alors que c'est l'un des plus grands ennemis de l'URSS. Pourquoi pactise-t-il autant avec lui, se demande la population. Mais en réalité, c'est un coup très innovant de la part de Gorbatchev de collaborer avec les Américains, car au sein du parti, il perdait de plus en plus d'autorité et de soutien. Construire la future URSS avec l'appui américain cette fois, ça lui ouvrait de très larges possibilités que son parti ne lui aurait jamais données. La guerre, qu'elle soit froide ou chaude, avait été perdue maintenant, et sauver l'Union soviétique avec l'argent et les investissements de son ancien ennemi, première puissance mondiale, était mieux que de voir le pays éclater. Sauf que ce qu'il ignorait à ce moment-là, c'est que les USA voulaient l'éclatement et jouaient un double jeu avec lui. Car un autre communiste lui avait coupé l'herbe sous le pied et un autre communiste avait contacté les Américains en premier. Yeltsin, quasi exclu du parti pour avoir publiquement prononcé les mots quasi tabous de lenteur, corruption, bureaucratie, il n'a pas été soutenu par Gorbatchev et s'est fait massacrer par le Parti communiste. Renvoyé avec la rancœur d'avoir été abandonné par Gorbatchev, qui pourtant était sur la même longueur d'onde pour secouer le Parti communiste. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas défendu? Eh bien, Gorbatchev, il essayait d'être conciliant avec tout le monde, ne pas se mettre le système à dos, et Yeltsin devenait beaucoup trop tapageur pour lui. Du coup, Yeltsin, seul, fait appel aux Américains pour construire avec eux non pas la future URSS, mais la future Russie, cette fois. Yeltsin voulait la chute de l'URSS et l'indépendance de la Russie, en s'affichant comme le leader de cette nouvelle tendance indépendantiste justement, face à une Union soviétique en perte de souveraineté. Car dans le monde animal, le dominant est celui qui a la capacité de sanctionner, mais également de protéger les siens. Or, avec Tchernobyl, l'Union soviétique s'est montrée incapable de protéger ses habitants, et avec l'Afghanistan, incapable de sanctionner qui que ce soit non plus. Bref, l'URSS avait perdu toute autorité naturelle. Pour les 15 pays faisant partie de l'Union, il n'y avait plus de raison d'obéir aux communistes. Aux yeux de l'opinion publique, comme en Afghanistan, il est désormais possible de se rebeller et de gagner face à l'armée rouge toute puissante. Et pour Yeltsin, c'était même légitime de le faire. Avec vous, c'était GouVHD, et cette fois, c'est sûr, l'URSS va disparaître. C'est ce qui est sous-entendu dans l'hymne soviétique, et c'était un postulat indispensable à l'URSS pour exister. Car en effet, la Russie est le point de jonction entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. La fraternité des peuples est un ciment indestructible. C'est ce qui est sous-entendu dans l'hymne soviétique, et c'était un postulat indispensable à l'URSS pour exister. Car en effet, la Russie est le point de jonction entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Sur son territoire se trouvent plusieurs dizaines d'ethnies plus différentes les unes des autres, des dizaines de cultures en opposition, plusieurs confessions religieuses. Du temps de l'Empire russe, le pouvoir souhaitait tous les assimiler, tous les russifier. Mais quand les bolcheviks communistes prennent le contrôle, pour agir en libérateur contre le tsar oppressif, ils permettent à chacune de ces minorités d'officiellement exister, avec une représentation nationale, un gouvernement. C'était du marketing pour les communistes.
car c'était important de montrer que l'URSS est une volonté de plusieurs peuples à s'unir, et non encore un empire qui en remplace un autre. Le Parti communiste tout court, c'est du marketing, car à l'origine, c'est le Parti social-démocrate. Mais ça veut dire quoi? Communiste, c'est bien plus clair pour la population. Pareil pour le logo. La faucille du paysan, le marteau de l'ouvrier, simple, clair. Donc voilà, sans même parler de morale ou d'idéologie, la fraternité des peuples était un argument marketing indispensable pour justifier l'existence de l'URSS. C'est à Staline que Lénine confie la tâche de régler ces questions de différentes nationalités au sein de l'Union. Et même si Staline est d'accord sur l'importance de montrer la diversité des peuples dans le pays, il était lui-même à l'initiative de cette idée, il va radicalement changer d'avis lors de la Seconde Guerre mondiale, craignant notamment que les Allemands réveillent le nationalisme de tous ces peuples pour les retourner contre l'URSS. Il devient contre leur autonomie et contre le fait qu'il y ait une union, en quelque sorte. Car qui dit union, dit plusieurs parties, qui pour le moment sont ensemble, mais qui pourraient un jour se détacher, se séparer. Il est plutôt partisan d'un gigantesque pays, créer une nouvelle identité, un bloc soviétique unique. Mais au vu des différences ethniques, culturelles et confessionnelles au sein du territoire, cela paraît irréalisable de tout lisser comme ça et de créer un homme nouveau. Et à l'époque, Lénine choisit donc la voie de la multinationalité au sein du pays. Et le plus bizarre, c'est qu'il y avait une tolérance pour les séparatistes et les nationalistes de ces différents peuples. C'est illogique, ils vont se rebeller contre l'Union soviétique. Pas à l'époque. L'URSS existe à peine et l'ennemi à abattre, c'est l'Empire russe. Il fallait idéologiquement tuer tout ce qui était russe, y compris les nationalistes russes. Car même si l'URSS existe sur le papier, c'était encore la guerre civile à l'époque, contre l'Empire russe. De ce fait, l'URSS sera découpée en plusieurs pays, avec chacun sa constitution, avec un parfum d'indépendance pour tous ces pays. Certains vont être nouvellement créés, d'autres vont au contraire disparaître. Mais lorsque Lénine meurt et que Staline a le plein pouvoir, ça y est, l'URSS est un gouvernement souverain, il n'y a plus d'anciens Russes à tuer et les nationalismes deviennent maintenant dangereux pour l'intégrité de la nouvelle Union soviétique. Donc on les étouffe, on n'en a plus besoin. Et Staline, ces questions de nationalité, il ne les règle plus avec tact et minutie du coup, mais à gros coups de marteau, notamment pour les Tchétchènes. Ayant gardé un fort ancrage identitaire et par crainte qu'ils se rebellent dans le climat général de la Seconde Guerre mondiale, il efface le pays, littéralement. Il vide la Tchétchénie de quasiment toute sa population en une semaine. 500 000 personnes déportées. La Tchétchénie est effacée de toutes les cartes, et sur les cartes, c'est la Géorgie maintenant. Il faudra attendre Khrouchtchev et la déstalinisation pour que les Tchétchènes puissent retourner en Tchétchénie, qui est recréée à l'occasion. Donc d'abord, Staline est pour la diversité et l'émancipation des peuples, pour briser l'Empire russe. Puis, il est contre, pour que ne se brise pas l'URSS. Yeltsin, en revanche, va ranimer ces nationalismes, pour lutter contre l'URSS, et chercher à la briser. Il va inspirer les tendances indépendantistes de chaque pays, y compris de la Russie, car bien que le siège de l'Union soviétique se trouvait à Moscou, la Russie reste un pays comme les autres, rattaché à l'Union soviétique. Mais elle représente tout de même 50% de la population. Un soviétique sur deux était russe. Et c'est en s'appuyant sur ces statistiques que Staline a voulu fédérer lors de la Seconde Guerre mondiale, à parler de peuple russe avec un grand R pour parler de peuple soviétique, à inclure la notion de Grande Russie dans l'hymne soviétique, et avec la langue russe, qui était la chose vraiment commune à tous ces différents peuples. Un retour en arrière à faire renaître le nationalisme russe, qui se justifiait par le contexte dans lequel était le pays, mais qui est tout de même resté dans la culture soviétique après la Seconde Guerre mondiale et après sa mort également. Donc pour ceux qui souhaitent leur indépendance de l'URSS désormais, en parallèle de la désoviétisation, se passe également une dérussification dans les anciens pays de l'Union, qui génère elle aussi un bon nombre de tensions. Bref, sans suivre l'atrocité du scénario yougoslave, qui avait reçu le package complet de tensions nationalistes, tensions ethniques, tensions religieuses,
l'Union soviétique devient malgré tout une cocotte minute prête à imploser ethniquement, avec malheureusement des guerres civiles qui se déclarent localement. On n'est qu'en 1988, mais ça a déjà commencé, avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui partent en conflit sanglant, l'URSS obligée d'envoyer son armée contre la population pour calmer le jeu, mais sans aucun effet, car les qui obligeaient ces différents peuples à coopérer. Mais une fois que l'autoritarisme s'est relâché, les haines et revendications passées se sont réveillées et le pays s'est embrasé. La Yougoslavie, qui, comme la Chine, était un modèle de communisme concurrent à celui du RSS, mais avec tout de même une base commune, eh bien la Yougoslavie connaîtra les mêmes symptômes avec encore plus de tragédies. Génocide, épuration raciale, tuerie de masse, à l'échelle de tout le pays. Là où en future ex-Union soviétique, cela arrivera malheureusement aussi, mais de manière plus zonée. Et même si tout ce qui se passait en URSS pouvait paraître loin, il n'y a que l'Italie entre la France et la Yougoslavie. La France y enverra son armée d'ailleurs, dans les années 90. La chute du communisme, c'était brutal, c'était hier et c'était juste à côté. La fraternité des peuples, quant à elle, est oubliée pour commettre les pires atrocités. Avec vous, c'était GoHD, et cette fois, c'est sûr, l'URSS va disparaître. Après la guerre mondiale, après Staline, les soviétiques peuvent enfin respirer et profiter de la vie. Longtemps bloqués sur le sujet, les soviets mangent désormais mieux que les Américains. Ils déménagent dans leur nouvel appartement flambant neuf, obtenu totalement gratuitement, évidemment. Tout le monde se voit donner un travail, même les moins assidus. Chacun peut fonder sa famille sans s'inquiéter pour l'avenir, et enfin mener une vie paisible et heureuse. Les plus chanceux se feront même livrer la dernière Belada, la Samara, venant tout juste de sortir à l'époque. Il y avait de la pauvreté évidemment, mais il n'y avait plus de misère. Chose dont l'URSS se vantait, que certes, aux États-Unis il y avait des milliardaires, mais qu'en était-il de ceux qui n'avaient pas réussi? En Union soviétique, plus personne n'était laissé sur le carreau. Le communisme marche, le communisme a gagné. Bravo Lénine. Alors oui, les USA restent malgré tout numéro 1, et les soviétiques numéro 2. Mais quel numéro 2? Rattraper aussi rapidement son retard et réussir de tels accomplissements avec leurs moyens, il y a de quoi être fier. Et ça inspire le monde tout entier. Bref, tout va pour le mieux et on voit enfin la vie en rose au pays des rouges. Mais un drame venait tout de même gâcher ce magnifique tableau. En effet, Brejnev, le dirigeant tant adoré des soviétiques, vient de mourir après avoir gouverné le pays pendant 20 ans. Cependant, ce n'était pas une surprise. Il était déjà vieux, malade, ne faisait quasiment plus d'apparitions en public, et les fois où il passait à la TV pour souhaiter la bonne année, les soviétiques, à leur grand regret, ne pouvaient remarquer autre chose que leur dirigeant, devenant de plus en plus sénile. Du coup, à sa mort, c'est Andropov qui lui succède. Mais l'histoire n'a pas réellement retenu son nom, dans la mesure où il est juste resté 1 an au pouvoir avant de lui aussi mourir, étant donné qu'il était déjà vieux et malade. C'est alors Tchernenko qui lui succède. Mais là, pareil, il tient à peine 1 an avant de mourir, étant également vieux et malade. Bon, ça suffit, se disent les pontes. C'est plus possible ce défilé de retraités à la tête du pays. C'est plus possible ces hécatombes à répétition. C'est la honte internationale là. Cette fois, il faut mettre quelqu'un de jeune et en forme. C'est alors qu'arrive Gorbatchev, le dernier dirigeant que connaîtra l'Union soviétique. Il est dans sa cinquantaine, ce qui est plutôt jeune, dans la moyenne pour un chef d'État, et il ne sort pas de nulle part surtout, puisque c'était le petit protégé d'Andropov, mort quelques années plus tôt. Donc on est en 1985, Gorbatchev arrive au pouvoir et sur son bureau il y avait un petit cadeau, laissé par Andropov justement, avant de mourir. Il y avait un rapport, mais ce qui était marqué dedans était effrayant. C'était posé noir sur blanc que l'Union soviétique va disparaître.
que socialement, scientifiquement, économiquement, le leadership est perdu, que même la légendaire industrie soviétique est dépassée par les étrangers maintenant, que l'URSS est en train de devenir un client à devoir acheter tout à tout le monde, que même les Lada, bien que toujours assemblés en Russie, ne sont plus fabriqués par des Russes, mais par des robots achetés aux Japonais, que le Japon et bientôt l'Allemagne vont à eux seuls dépasser l'économie de l'URSS tout entière. Attendez, quoi? Les perdants de la Seconde Guerre mondiale vivent mieux que les gagnants? Mais c'est le monde à l'envers. Accumuler les décennies précédentes, que l'URSS ne découvre plus, n'invente plus, ne produit plus, que l'URSS ne fait qu'acheter, que tous les signes avant-coureurs de l'effondrement sont là, et que selon ses estimations, l'URSS devrait s'écrouler à la fin des années 80 si rien n'est fait. Et il en savait un rayon, Andropov. C'était le chef du KGB à l'époque. Il avait des espions aux quatre coins de l'Union. Il savait réellement, précisément, ce qu'il se passait dans le pays. Aurait-il vraiment tout pu changer s'il avait eu plus de temps? Ça, on ne le saura jamais. Mais c'était maintenant sur Gorbatchev qu'était retombée cette responsabilité de sauver l'Union soviétique. Il avait 6 ans pour éviter la chute, 6 ans pour tout changer, 6 ans pour replacer l'URSS sur le podium et lui redonner sa superpuissance. Voici une série de 6 vidéos qui retracent le sauvetage de l'URSS par Gorbatchev. La liberté d'expression, la démocratie, c'est ce qui avait permis au Japon et à l'Allemagne de talonner l'URSS et aux États-Unis de dominer le monde entier, carrément. Alors pourquoi ne pas essayer? Son plan tenait en 3 slogans. Uskorenye pour l'accélération démocratique, Perestroïka pour la reconstruction de l'économie et Glasnost pour la transparence de la liberté d'expression. Et faire tout ça, ça n'allait pas être facile dans un pays qui a fonctionné sur un logiciel totalement différent pendant plus d'un demi-siècle. Mais Andropov, avant de mourir, en plus du rapport, il avait laissé un second cadeau pour aider Gorbatchev dans sa mission. Le peu de temps qu'il a été au pouvoir, il a pris une décision qui allait changer les choses. Une décision qui allait remettre la première puissance communiste sur la voie du succès. Une décision que tout le pays attendait. Lorsqu'il arrive au pouvoir, la première décision d'Andropov est de baisser le prix de la vodka. Non, sérieusement, c'est le seul souvenir qu'a laissé Andropov dans la population, au point qu'une blague avait alors circulé parmi les soviétiques que vodka était en réalité un acronyme administratif signifiant « Voici la gentillesse du communiste Andropov ». Mais avec nous c'était Bouvachd, et cette fois c'est sûr, l'URSS va disparaître. C'est classique qui existait au Chili comme à Prague, à Moscou comme en Chine. Plus étonnant, le gouvernement, par la voix de Florence Parly, la ministre des Armées, aligne sa position sur celle du leader de la France insoumise. Elle fustige ses généraux, leur prête des intentions qu'ils n'ont pas et annonce des sanctions. Madame Parly devrait plutôt s'interroger sur les raisons de cette prise de parole, comme elle devrait écouter le constat que dressent ces hommes qui défendent l'honneur et la patrie. Ils méritent mieux qu'être traités en paria ou d'être assimilés à des factieux, des séditieux, des putschistes. Il est vrai que Madame Parly est au fond ministre des Armées par hasard. Elle a fait l'ENA, ce qui l'autorise à parler de tout sans rien connaître, de passer d'Air France à la SNCF et d'aujourd'hui diriger l'armée française avant demain de partir pour d'autres cieux. Puissions-nous échapper à tout conflit militaire entre-temps avec Madame Parly, je ne suis guère rassuré. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal. Cher Anne Fulda. Bonjour Laurent Geoffrin. C'est complètement farfelu. Ça commence fort. Raconter là. Oui. Vous avez le droit Vous êtes donc content de. Vous avez le droit de répondre. Moi, je trouve que cette affaire D'abord, le des chef des tribunaux- armées, c'est le président de la République, c'est pas un ministre. J'ai pas dit qu'il y a des chefs des armées, j'ai dit qu'il y a des ministres des armées. Oui. Voilà, vous commencez à défendre. Vous Non, défendez. vous avez dit qu'elle commandait. Non, j'ai pas dit qu'elle commandait, j'ai dit qu'elle est au fond ministre des armées par hasard. Pourquoi par hasard? Mais parce qu'elle n'a rien, alors je vais vous dire On est précisément, pas obligé de rien, mettre les généraux, rien ministre de dans la- son ministère de la parcours Défense. Ce que personnel. Clémenceau disait, la guerre est une chose trop sérieuse Et pour vous le posez une laisser. question. Elle est par hasard. Ah, Elle nommée par la- elle n'est pas militaire, elle est simplement haut fonctionnaire.